Bonjour et bienvenue dans l'Almanach numéro 10, l'Almanach du 11 au 17 mai. Les échecs à l'informatique font bon ménage depuis longtemps. Quand j'ai fait le portrait de Ken Thompson sur la chaîne, je mets la vidéo ici dans la fiche ainsi que dans la description, je parlais déjà de sa machine qui avait gagné le championnat du monde de jeux d'échecs par ordinateur. L'idée de l'époque, c'était de faire des machines capables de tester le maximum de possibilités de coups possibles pour choisir le plus approprié. C'est pas de l'intelligence artificielle comme on l'entend aujourd'hui, mais plutôt de la force brute. À l'université de Carnegie Mellon en 1985, un étudiant en informatique du nom de Feng Xiong Su, je prononce comme je pense, commence à travailler sur un projet qu'il appelle Chip Test et qui est une machine à jouer aux échecs. Son camarade Murray Campbell se joint à son aventure et le projet prend petit à petit un autre nom, le nom de Deep Thought. Le nom est inspiré par le guide du routard galactique. Et en 1989, ils sont tous les deux embauchés par IBM Research. Une équipe complète se monte là-bas pour créer le projet Deep Blue. La technique utilisée par Deep Blue est celle que je décrivais puisque l'algorithme explorait le maximum de possibilités pour choisir la meilleure. On ne parle pas ici de technique de deep learning comme on le fait beaucoup aujourd'hui, mais la puissance des machines de l'époque commence à être suffisante pour imaginer concurrencer des adversaires humains de haut niveau. Et le 10 février 1996, un match d'échecs est organisé contre Garry Kasparov, le champion du monde du moment, qui va gagner 4 victoires contre 2. Même si Deep Blue a perdu le match, on notera qu'il a quand même gagné 2 manches. La machine Deep Blue était composée d'un IBM RS6000 avec 32 processeurs, chacun d'entre eux étant connecté à une carte de 8 coprocesseurs dédiés aux échecs, ce qui fait un total de 256 coprocesseurs qui faisaient des calculs en parallèle. Après quelques améliorations sur la machine, une seconde manche a eu lieu le 11 mai 1997, dans laquelle Deep Blue gagna la partie par 3,5 points contre 2,5 points. Alors il faut savoir que dans les échecs, effectivement, il peut y avoir 0,5 points dans le cas d'un match nul. Malgré des controverses sur la partie et le fait que IBM a immédiatement démonté Deep Blue après le match, empêchant une revanche, cette date reste comme la première date où un ordinateur a battu un grand maître aux échecs. Les avancées en intelligence artificielle ne laisseraient aucune chance aujourd'hui à un adversaire humain. Durant l'été 2016, un groupe de pirates informatiques appelé les Shadow Brokers publie des failles de logiciels. Ils auraient compromis un serveur étant sous le contrôle d'un autre groupe de pirates nommé The Equation Group et suspecté d'être directement lié à la NSA américaine. L'année d'après, le 14 avril 2017, ils rendent public une faille dans le mécanisme de partage de fichiers de Windows qui vient à peine d'être corrigée par Microsoft. Malgré l'encouragement de Microsoft à faire la mise à jour au plus vite, celle-ci est souvent reportée par les entreprises. Quelques semaines plus tard, le vendredi 12 mai 2017, vers 7h45 UTC, une vague de ransomware commence à se propager en Asie pour rapidement s'étendre à la Terre entière. Le rançongiciel, comme on dit en français, chiffre les données du disque dur et présente un écran proposant de payer une rançon en Bitcoin afin d'obtenir la clé de déchiffrement. Cette rançon augmente avec le temps et si elle n'est pas versée suffisamment vite, la clé de déchiffrement est détruite et les données ne sont pas récupérables. Dans la journée, environ 230 machines seront touchées par l'attaque, principalement des machines sous Windows 7 et souvent laissées sans mise à jour, comme des écrans d'information dans les magasins ou les gares, ou encore certaines machines mal maintenues dans des hôpitaux au Royaume-Uni. Cette attaque a une visibilité gigantesque, ce qui la rend très connue aujourd'hui. Des entreprises comme Renault en France ont également été touchées. En analysant le code du malware, un chercheur anglais du nom de Marcus Hutchin, MalwareTech sur Twitter, se rend compte que le programme fait appel à un nom de domaine étrange, que je vous mets ici. Il tente de joindre la machine associée à ce nom de domaine et se rend compte que ce nom de domaine n'existe même pas. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter le nom de domaine, et surprise, l'existence même du nom stoppe complètement l'attaque. Le malware se répand, mais il ne s'active plus. Il s'agit de ce qu'on appelle un kill switch, ou en d'autres termes, un mécanisme stoppant le programme, stoppant le malware. C'est parfois utilisé par des pirates pour ne pas activer l'attaque sur leur propre matériel durant le développement. Avec le temps, et l'analyse du chiffrement des données, un certain nombre d'outils ont été développés pour décrypter les fichiers. Oui, j'ai bien dit décrypter, car c'est l'opération qui consiste à déchiffrer les fichiers sans posséder la clé de déchiffrement. Je mets dans la description des liens vers 2 outils, WannaKiwi et WannaKey, qui permettent de le faire. Marcus Notch Persson commence un petit projet en Java qu'il nomme Cave Game, littéralement le jeu de la grotte. Il prend son inspiration dans un grand nombre de jeux auxquels il a joué. Le jeu est basé sur le principe d'une sandbox, c'est un jeu dans lequel le joueur peut construire ce qu'il souhaite et établir ses propres règles. Et le 17 mai 2009,
Il sort une version de développement qu'il renomme en Minecraft. Aujourd'hui, cette version est connue comme Minecraft Classic. La plupart des joueurs qui s'intéressent à ce jeu lui trouvent quelque chose de spécial et différent des autres jeux. Début 2011, la version bêta est mise en vente et moins d'1 mois après sa publication, cette dernière se sera vendue à plus d'1 million d'exemplaires. En mai 2019, on compte plus de 180 millions de copies vendues, ce qui en fait le jeu le plus vendu au monde. Notch avait créé une société pour vendre le jeu qu'il a appelé Mojang. Et le 15 septembre 2014, Microsoft rachète Mojang pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Les sociétés Blizzard et EA s'étaient montrées intéressées pour le rachat, mais suite à des partenariats réussis par le passé, Notch a préféré vendre à Microsoft. Pour la petite histoire, les salariés de la société qui sont restés plus de 6 mois après le rachat ont eu droit à un bonus de 300 000 $ pour les remercier. Ce jeu a un impact énorme et fait amusant, bien qu'il soit très cubiste et pixelisé. Microsoft en sortira une version en 4K, et même une version supportant le ray tracing des cartes graphiques RTX de chez Nvidia. Alors voilà pour la manette cette semaine, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!